embryophytopathie très sévère. Alors, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui conditionnent la sévérité du tableau clinique. C'est l'intensité de l'infection maternelle. Tant que l'infection elle est très grave pour la maman, donc le pronostic il est mis en jeu pour le fœtus et le risque de transmission de cette embryophytopathie est très important. Bien sûr, l'état immunitaire maternel, si la maman elle est très déprimée immunodéprimée sur le plan au niveau de la grossesse, et donc elle est plus à risque d'avoir une embryophytopathie infectieuse plus sévère, et donc le risque ça sera plus pour les fœtus par la suite. Le terme de l'infection, on va voir comment le terme il joue sur le pronostic aussi de la grossesse. Et plus récemment, on parle de la virulence même de certaines souches de germes pratiquement. Quand est-ce qu'on va faire le diagnostic de ces embryophytopathies? Bon, le diagnostic de ces infections peut être fait au cours de la grossesse. Et là, idéalement, on a une maman qui est suivie. Et on parle de séroconversion maternelle lors d'un dépistage systématique. Ça veut dire qu'il y a une maman qui est connue négative pour une certaine embryophytopathie, comme la toxoplasmose par exemple. Et au cours de son suivi, on tombe sur une séroconversion. Ça veut dire qu'elle est devenue positive pour cette embryophytopathie. Et là, on évoque le diagnostic d'embryophytopathie infectieuse. La maman aussi peut développer une symptomatologie maternelle qui peuvent nous orienter vers une embryophytopathie, ou au cours du suivi de la grossesse, on a des signes d'appel phytoéchographiques. En postnatal aussi, on peut évoquer les embryophytopathies. Précocement à la naissance, on est devant un retard de croissance intra-utérin, on est devant une détresse vitale avec un ictère, une hépatosnémégalie, une éruption cutanée, une détresse neurologique, une hydrocéphalie, des calcifications. Comme le diagnostic peut être fait tardivement, et même à l'âge de la puberté, quand on découvre une choriorétinite et qui va nous orienter vers une toxoplasmose congénitale qui est passée inaperçue. On va voir quelques embryophytopathies une par une. On va essayer de voir les plus pratiquement fréquentes qu'on peut avoir dans notre cursus pratiquement médical en Tunisie. On va voir la toxoplasmose parce que c'est une principale infection parasitaire congénitale qui est due à la transmission du Toxoplasma gondii et qui est consécutive à une primo-infection maternelle pendant la grossesse. Cette infection, elle est transmise par l'intermédiaire du placenta, et donc on va avoir le placenta comme un réservoir de parasites et qui va plus ou moins contaminer les fœtus après un certain délai. La fréquence des atteintes fétales est fonction de la date de la contamination. Il faut savoir qu'en cas de toxoplasmose, l'infection elle est précoce, elle est moins fréquente, mais quand elle est précoce, elle est plus grave que l'infection tardive. Vous pouvez m'arrêter en cours de chemin, hein. Là, c'est un petit schéma pour récapituler un peu comment on est infecté par la toxoplasmose. Donc, on est infecté, la contamination de la femme enceinte par des fruits, des légumes souillés, par les excréments du chat, ou le contact du chat, ou par pratiquement si elle prend ou elle mange de la viande qui est mal cuite, qui est contaminée, elle peut être aussi contaminée. Donc, si l'infection toxoplasmique elle est précoce, on peut avoir, comme on a dit, une infection qui est grave. Et donc, on peut avoir des morts fétales in utero, des lésions neurologiques graves. Et si l'infection elle survient au cours du dernier trimestre, le bébé peut être asymptomatique à la naissance. Il n'a que cette séroconversion de toxoplasmose. Le pourcentage de transmission donc est d'autant plus élevé que le terme est avancé, et là, ça revient à la vascularisation qui est de plus en plus riche du placenta, et donc on a plus un risque de transmission si on est infecté pendant le troisième trimestre. Un petit schéma pour récapituler que l'infection elle est plus grave elle est moins fréquente pendant le premier trimestre, mais plus grave, et elle est plus fréquente au cours du troisième trimestre, mais elle est moins grave, et le bébé peut être même sain ou asymptomatique. Différentes formes de toxoplasmose, donc généralement je passe, donc on peut avoir la polyviscérale, la forme neuro-ophtalmique, la forme monosymptomatique, et on peut avoir même la choriorétinite dans un pourcentage de 70%. C'est pour ça qu'on doit dépister cette toxoplasmose congénitale dès la naissance, dès qu'on a un contexte de séroconversion maternelle. Alors, comment on va faire? Donc, on a peut-être un bébé qui est né avec une hypotrophie, qui a une macrocranie ou une microcranie, qui a une hydrocéphalie, qui a une choriorétinite au fond d'eux, qui a des calcifications cérébrales, le tableau peut être plus sévère. Alors, comment on va faire le diagnostic de cette toxoplasmose congénitale? Avant, on va faire l'interrogatoire de la maman pour
pour confirmer cette primo-infection. Donc, on va poser à l'interrogatoire s'il y a un contact avec les chats, si elle a voyagé récemment dans un pays pratiquement, et puis là, on parle d'endémie de toxoplasmose. Si elle a fait des signes cliniques comme un syndrome grippal au cours de la grossesse, si elle a fait des adénopathies au cours de la grossesse, elle n'a pas consulté. Et bien sûr, on a le diagnostic biologique, ça veut dire on a la sérologie de toxoplasmose de la maman. Et quand est-ce qu'on parle de séroconversion toxoplasmique? Bien sûr, si une maman qui est connue négative pour la toxoplasmose avec une IgM et IgG négative, et au cours d'un contrôle, elle développe des IgM positifs et on a une augmentation du taux d'IgG pratiquement sur 2 prélèvements à 3 semaines d'intervalle. Concernant la sérologie de la toxoplasmose, bon, si on a une maman vraiment qui est suivie, qui est connue négative et qu'on a cette séroconversion, le diagnostic il est facile de séroconversion. Parfois, elle consulte et une première sérologie qu'elle fait peut-être pendant le deuxième trimestre et on a des IgM qui sont positifs d'emblée et des IgG qui sont positifs. Et là, on va se poser la question, est-ce que c'est une primo-infection toxoplasmique? Est-ce que c'est une maman qui est immunisée pour la toxoplasmose? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, il faut savoir que le taux des IgM, si la maman elle est infectée, il peut persister quelques mois. Donc, on n'est pas sûr que c'est séroconversion. Et là, on va se contenter de ce qu'on appelle d'un contrôle de dosage des IgG à 2 semaines d'intervalle pour voir s'il y a une augmentation des IgG. Et là, on sera en faveur d'une infection qui est récente. Et on revient pour faire un test d'avidité des IgG. Et si ce test d'avidité des IgG il est faible, c'est en faveur d'une infection qui est récente. Et si ce test d'avidité il est fort, et donc on est en faveur d'une infection qui est ancienne et qui date pratiquement de 2 à 3 mois avant la date présumée de l'infection. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Est-ce que c'est compris pour la séroconversion et la sérologie toxoplasmose? C'est clair, oui. C'est clair? Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Hein? D'accord? Alors, si on a fait le diagnostic d'une séroconversion de toxoplasmose chez la maman, et donc, comment on va faire le diagnostic de la toxoplasmose en anténatal ou en postnatal? On va la voir après. Et donc, en anténatal, si on a cette notion de séroconversion, par exemple, au cours du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre, on va essayer de faire l'étude du biologique du liquide amniotique. Et normalement, c'est à partir de 18 semaines d'aménorrhée et minimum 4 semaines après la date de la séroconversion de l'infection maternelle qu'on va faire un prélèvement du liquide amniotique et c'est l'amniosynthèse. Et au niveau de l'amniosynthèse, on va essayer de chercher le parasite, généralement par la PCR, qui est plus ou moins sensible, mais si on trouve cette PCR qui est positive, elle est spécifique de la toxoplasmose. On peut avoir des signes d'appel aussi échographiques si on a cette séroconversion toxoplasmique. Donc, on va être ciblé et on va chercher au niveau d'échographie si le bébé ou le fœtus développe une dilatation ventriculaire en faveur de la l'hydrocéphalie, s'il présente des calcifications cérébrales. On peut avoir d'autres signes qui sont moins spécifiques comme l'hyperéchogénicité hépatique, une augmentation de l'épaisseur du placenta. On peut avoir même un tableau d'anasarque fœto-placentaire. Et là, si on fait des diagnostics de séroconversion toxoplasmique chez la maman, on va suivre le bébé ou le fœtus au cours de cette grossesse échographiquement. Et si la PCR elle est positive, on va faire un suivi par échographie tous les 15 jours parce que si l'infection elle est bel et bien là, donc on peut avoir vraiment à tout moment une malformation sévère avec une hydrocéphalie majeure, des calcifications très étendues et tout. Et là, on peut à tout moment, si le terme il le permet, on peut arrêter la grossesse. Sinon, si la PCR est négative, donc on a un diagnostic anténatal négatif, ça n'élimine pas la toxoplasmose puisqu'on a vu que la sensibilité est de 60%, mais on va continuer quand même la surveillance échographique parce qu'on peut avoir des signes d'appel échographique par la suite et ça sera une échographie tous les mois. À la naissance, on va explorer bien sûr tout bébé, quel que soit le résultat du diagnostic anténatal. On va faire un bilan clinique et un bilan biologique. Donc, on va examiner le bébé à la recherche du signe en faveur du nombre de photopathie infectieuse et on va faire un bilan biologique. Bien sûr, à la naissance, on va envoyer le placenta en parasito pour la recherche de ce parasite par l'inoculation à la souris.
L'examen du centre de Courdance a été décrit avant, on le fait à la recherche de la sérologie toxoplasmique, mais on le fait de mois en mois. L'APL aussi, la ponction Lambert à la recherche du signe en faveur d'une hémophytopathie, on le fait, mais pas nécessairement si le bébé est asymptomatique sur le plan neurologique. Et bien sûr, on va faire la sérologie du nouveau-né, la sérologie du mère, et ça sera une sérologie concomitante pour détecter des IgM chez le nouveau-né et plus ou moins des IgG néoformés chez le nouveau-né. C'est pour ça que la sérologie de la toxoplasmose à la naissance, elle doit être faite pratiquement vers J3 de vie et on va faire une sérologie comparative mère-nouveau-né afin de détecter ces IgG néoformés qui sont en faveur d'une infection congénitale de la toxoplasmose. Bien sûr, si la sérologie elle est positive, si on a la PCR qui est positive en cours de la grossesse, si le parasite il est dans le placenta, si les sérologies sont positives, on est dans le cas d'une toxoplasmose congénitale. Bien sûr, pourquoi on fait le diagnostic d'une toxoplasmose congénitale? Parce que bien sûr, il y a une prise en charge en anténatale, il y a une prise en charge en postnatale et le traitement, il existe. Ici, on fait un diagnostic précoce et qu'on traite cette toxoplasmose congénitale, les risques et les séquelles sont généralement moins importants. Le traitement, on passe par le traitement préventif. Et donc, on peut prévenir la toxoplasmose. Il y a un volet de prévention primaire, c'est-à-dire c'est toute femme enceinte, elle devrait avoir une sérologie de toxoplasmose. C'est-à-dire avant de tomber enceinte, de préférence, on a une sérologie de toxoplasmose pour qu'elle sache si elle est séronégative ou séropositive. Et si elle est séronégative pour la toxoplasmose, elle doit être doit suivre des règles hygiéno-diététiques pour prévenir la toxoplasmose congénitale. Elle doit bien laver les fruits et les légumes. Bien sûr, si elle a contact avec les chats, si c'est possible de s'éloigner du chat, tant mieux. Sinon, elle doit faire, par exemple, le bain du chat ou s'occuper de la laiterie du chat en utilisant des gants, bien sûr, et de l'eau de javel. Et sinon, elle doit se laver toujours les mains avant et après. Toujours les mains, même avant manger, avant les repas, elle doit toujours laver les mains. Elle va manger la viande bien cuite aussi, éviter les charcuteries crues et bien sûr, la salade, elle devrait la laver avec de l'eau, pratiquement un peu de javel parfois, pour prévenir la toxoplasmose congénitale. La prévention secondaire, elle passe par une maman séronégative, bien sûr, et ça sera, à côté des règles hygiéno-diététiques, on va faire une sérologie de la toxoplasmose pratiquement les mois jusqu'à la fin de la grossesse. Et si elle est toujours négative, on va faire une sérologie 2 à 3 semaines après l'accouchement parce qu'on peut avoir un passage tardif à la naissance, pratiquement un passage tardif au cours de l'accouchement. Et là, le bébé peut être atteint par la toxoplasmose congénitale. C'est pour ça, c'est pour être sûr qu'il n'a pas attrapé la toxoplasmose, on devrait refaire la sérologie toxoplasmose chez une femme séronégative jusqu'à l'accouchement, 2 à 3 semaines après l'accouchement. Le traitement, on va donner bien sûr un traitement de toxoplasmose chez la femme enceinte. Bon, vous n'êtes pas censé le retenir, mais bon, le savoir, oui. Donc, si on a diagnostiqué sur reconversion toxoplasmique chez la femme enceinte, on va la mettre sur rovamicine à la dose de 3 millions d'unités 3 fois par jour jusqu'à le diagnostic anténatal s'il est fait. Et donc, si le diagnostic anténatal est négatif, la rovamicine, elle va la continuer jusqu'à l'accouchement. Et la rovamicine ne va pas traiter la toxoplasmose, mais elle va essayer de diminuer le pourcentage de transmission vers le fœtus. Et si le diagnostic anténatal est positif, bien sûr, elle va être traitée par le traitement de la toxoplasmose, qui est la sulfadiazine, la pyrimétamine et plus ou moins l'acide folinique avec cette bithérapie jusqu'à l'accouchement. Le fœtus aussi, quand il est né par la suite, s'il est pratiquement atteint, si on a confirmé l'atteinte de la toxoplasmose congénitale, il va être mis sur trithérapie avec le malocide, la diazine et l'acide folinique. Et ça sera un traitement pendant 1 an minimum. Et là, vous comprenez que quand même la durée n'est pas une durée qui est pratiquement minime. Hein. C'est une durée de 1 à 1 an. Et ça va dépendre aussi de l'observance thérapeutique, de la compliance des parents. Il va être surveillé, bien sûr, à la consultation externe. On va avoir une surveillance biologique avec une NFS toutes les semaines parce que le malocide peut donner une anémie et une thrombopénie. Il va être examiné pratiquement à la consultation externe avec un fond d'œil régulier et des sérologies de façon régulière. La première consultation, ça sera à 2 mois de vie et après, ça sera tous les 4 mois pendant 2 ans avec une sérologie, un fond d'œil et bien sûr l'examen clinique. Mais à partir de 2 ans, si on a terminé le traitement et si le bébé est toujours asymptomatique, on va continuer toujours les fonds d'œil
tous les ans jusqu'à la puberté parce qu'on craint toujours la réapparition d'une choriorétinite à un âge tardif. Et la choriorétinite, son risque, c'est la cécité. Est-ce que vous avez des questions concernant la toxoplasmose? Non? C'est compris? Donc, j'insiste sur la toxoplasmose, sur le diagnostic, les sérologies, comment on fait le diagnostic chez le nouveau-né et la prévention. D'accord? On va passer à un deuxième germe qui est un virus pratiquement, et c'est la rubéole. Et bon, comme vous le savez, on a de moins en moins de rubéole parce qu'on est en train de vacciner la population et surtout les femmes en âge de procréer, généralement, elles sont vaccinées à l'âge pratiquement de l'enfance. Mais malheureusement, on a des cas qui passent inaperçus où la vaccination n'est pas efficace et donc on peut avoir une rubéole pendant la grossesse et une transmission maternelle-fétale qui va se faire par voie hématogène transplacentaire par le fœtus avec bien sûr des conséquences fétales par la suite. Le risque de malformation concernant la rubéole est d'autant plus important que l'infection est précoce. Donc, la rubéole, avant 18 semaines, l'infection, elle est pratiquement grave avec des risques de séquelles, surtout sur le plan neurosensoriel. On peut avoir tous les tableaux à la naissance, on peut avoir des complications générales, on peut avoir le syndrome de rubéole congénitale avec une atteinte ophtalmique, le cataracte, le glaucome, la rétinopathie, on peut avoir une atteinte cardiaque avec une sténose pulmonaire, on peut avoir une atteinte de l'oreille interne avec une surdité neurosensorielle, une atteinte neurologique, atteinte cérébrale, on peut avoir des calcifications, un retard psychomoteur, un retard mental, des convulsions parfois. Et on peut avoir d'autres atteintes comme le foie, le poumon, des anomalies osseuses. On peut avoir aussi le risque de diabète insulinodépendant à partir de certains âges et bien sûr un risque d'hystérodie par la suite. Comment on fait le diagnostic? Généralement, toute femme enceinte devrait avoir la sérologie de la rubéole parce que c'est obligatoire au début de la grossesse pour connaître un peu le statut sérologique de cette femme enceinte. Si la femme elle est séronégative, on va faire un suivi sérologique pendant surtout la première moitié de la grossesse et on parle de 18 semaines d'aménorrhée parce que le risque était très important de embryo-photopathie de rubéole. Généralement, si on tombe pendant la grossesse sur une sérologie positive, kiff, il faut revoir un test d'avidité des IgG pour savoir si cette infection elle est ancienne et en faveur d'une immunité pratiquement chez la femme enceinte ou l'avidité elle est faible en faveur d'une infection qui est récente. Et bien sûr, on va faire la sérologie avec le dosage des IgM et des IgG. Mais le test d'avidité va beaucoup nous aider concernant le terme de la séroconversion. Le diagnostic prénatal, quand on a cette séroconversion rubéolique au cours de la grossesse, est indiqué si l'infection maternelle elle survient dans une période à risque, c'est-à-dire entre 11 jours et 18 semaines d'aménorrhée. Généralement, on va se contenter de la myosynthèse et on va faire généralement la PCR à partir de 18 semaines d'aménorrhée afin de détecter ce virus au niveau du liquide amniotique. Si le diagnostic il est fait avant 18 semaines d'aménorrhée, on va discuter même l'interruption de la grossesse. S'il est fait après, c'est le risque qu'il existe d'atteinte d'embryo-photopathie, mais le risque il est moindre. Et donc, à la naissance, on va examiner le nouveau-né à la recherche du syndrome de rubéole congénitale et on va chercher tous les signes ophtalmiques, neurologiques, hépatiques, hématologiques et tout. On va faire un fond d'œil, on va faire une écho transfrontalière à la recherche de calcification, d'hydrocéphalie. On va faire l'échographie cardiaque puisqu'elle donne une atteinte cardiaque. Et bien sûr, on va rechercher le virus au niveau de la salive, les urines et le sang même. Concernant la rubéole, le traitement, il est préventif. Et donc, on a la vaccination et le calendrier vaccinal qu'on va appliquer à partir de 12 mois et 18 mois. Et après, ça sera des rappels avant l'adolescence. Bien sûr, il vaut mieux, comme on l'a dit, de contrôler la sérologie chez toute femme enceinte au début de la grossesse. Et bien sûr, si elle est négative pour la rubéole, on va préconiser une vaccination chez la femme en âge de procréer ou même après en postpartum, mais ça doit être sous couverture d'une vaccination, d'une contraception pendant 3 mois parce qu'il y a un risque tératogène de ce vaccin.
Une femme enceinte au contact d'un nouveau-né infecté, il faut faire attention. Si elle est séronégative, il faut l'isoler et l'éloigner au moins pendant la première année de ce nouveau-né infecté. Donc, la conduite à tenir concernant l'infection de la rubéole, donc si on a un diagnostic anténatal, une reconversion avant 12 semaines d'aménorrhée, on va indiquer l'interruption thérapeutique de grossesse. Si l'infection survient entre 12 et 18 semaines d'aménorrhée, on va parler avec les parents et on va leur prévenir qu'il y a toujours des séquelles auditives à des degrés variables. Donc, l'ITG est toujours discuté, mais après avis des parents. Et à partir de 18 semaines d'aménorrhée, généralement, l'atteinte, elle est moindre. Et donc, on a des formes infracliniques et on va surveiller, examiner et explorer ce nouveau-né à la naissance. Bien sûr, il n'y a pas de traitement curatif et c'est la surveillance à long terme qui va nous guider, nous orienter au cours de la surveillance d'un bébé présentant une rubéole congénitale. Est-ce que vous avez des questions concernant la rubéole? Non? C'est clair? On va essayer de voir un peu un autre virus qui est plus ou moins très fréquent parce qu'il existe partout. C'est un virus pratiquement ubiquitaire et c'est un virus de la famille des herpès viridae et qui est le cytomégalovirus, le CMV, et qui peut être transmis par tout contact interhumain et tout type de liquide biologique. Donc, la transmission, généralement, quand la maman elle est atteinte, elle est transmission par voie hématogène transplacentaire et le risque d'atteinte fétale est variable selon qu'il s'agisse d'une primo-infection ou d'une réactivation maternelle. Et comme vous savez peut-être pour les infections herpétiques, le risque il est très important quand on a une primo-infection par rapport à une réactivation. Concernant le CMV, il faut savoir que si jamais il y a une infection maternelle à CMV pendant la grossesse, que dans 90% des cas des enfants infectés par le CMV, ils sont asymptomatiques à la naissance. Mais là, il faut savoir aussi que 10% de ces 90% de nouveau-nés asymptomatiques, ils peuvent avoir des séquelles à type neurosensoriel comme la surdité. Et concernant les 10% des enfants infectés, ils sont symptomatiques, donc la forme peut être modérée ou sévère. Et là aussi, on peut parler, même quand c'est sévère, de la forme congénitale généralisée. Et c'est ce qu'on appelle la maladie des inclusions cytomégaliques, qui associe une hypotrophie, des infections sévères avec un ictère, hépatocémégalie, une atteinte respiratoire, une atteinte neurologique avec convulsions, hydrocéphalie, microcéphalie, des calcifications et une atteinte ophtalmique avec une choriorétinite. Généralement, l'évolution sous forme généralisée est mortelle et en cas de survie, elle se complique de séquelles neurosensorielles. Il existe aussi des formes polysymptomatiques, donc on peut aussi faire le diagnostic de CMV si on n'a pas de cette atteinte pratiquement neurologique sur une hépatite, sur un purpura thrombopénique, sur des manifestations neurosensorielles de révélation tardive ou même sur une hernie inguinale bilatérale. Le diagnostic de CMV, d'affection CMV chez la mère, bien sûr, on le fait par la sérologie de CMV et généralement, on va faire le dosage des GGM et des GGG. On va faire aussi, si on doute sur la date de la séroconversion au CMV au cours de la grossesse, donc on va s'aider de l'étude de la validité des IgG et qui va nous dater un peu cette infection, à quel terme. On va rechercher aussi le virus par culture ou par PCR. Concernant le fœtus, on peut avoir des signes d'appel échographique comme l'hypotrophie, on peut avoir un tableau de Nazareth, de calcification cérébrale, et devant des signes, on va, si on a un signe d'appel, et si on pense, on suspecte le CMV, on va faire l'amniosynthèse et la recherche de PCR-CMV dans le liquide amniotique, bien sûr, minimum à partir de 18 semaines d'aménorrhée et 4 à 6 semaines après la date présumée de l'infection. Et là, ça va ou confirmer ou infirmer notre infection fétale à CMV. À la naissance, normalement, on va rechercher le CMV après toute reconversion maternelle. Et donc, il faut faire, bien sûr, si on a un tableau clinique évocateur sans la sérologie de la maman, on va faire la recherche de CMV dans le CMV chez le nouveau-né. Et le diagnostic de l'infection de CMV congénitale va reposer sur l'isolement des virus dans les urines et ou dans le nasopharynx, soit par culture, soit par PCR, à la naissance ou dans les 8 premiers jours de vie. Et donc, on va rechercher le virus du CMV, on va faire la charge virale de CMV et la PCR-CMV au niveau des urines et ou même au niveau du nasopharynx. Et bien sûr, pour faire le diagnostic au niveau des urines de nasopharynx, il ne faut pas dépasser
pratiquement les premières semaines de vie, les 8 premiers jours de vie, parce qu'à partir de cette date-là, on ne sait pas si c'est l'infection ou la contamination par le CMV, puisqu'il existe partout. Est-ce que c'est la contamination, elle est postnatale ou c'est une contamination et l'infection, elle est congénitale? Concernant le traitement de CMV, donc le traitement, on peut avoir un traitement préventif, bien sûr, la prévention, on s'adresse à la femme enceinte, donc vaut mieux que toute femme enceinte connaisse son statut immunitaire concernant le CMV, surtout si elle présente une profession exposée comme la santé, si elle travaille dans une crèche, dans des écoles et tout, là où elle est en contact avec les petits nourrissants et les bébés. Et là, elle va devoir respecter des mesures d'hygiène de base. Et si elle est séronégative, elle doit s'éloigner des enfants de 3 ans, de moins de 3 ans, parce que le virus, il se transmet par tout contact interhumain, comme la salive, les baisers, l'urine, et donc elle doit faire attention. En cas de séroconversion au moment de la grossesse, on peut faire, mais on a dit, le diagnostic anténatal par la PCR, et donc, pendant la première moitié de grossesse, si le diagnostic prénatal est positif, donc on va faire l'échographie, même l'IRM au 6e mois. Et si les lésions sont très importantes, comme hydrocéphalie majeure, des calcifications cérébrales, des lésions qui sont graves pratiquement, on peut indiquer même l'interruption thérapeutique de grossesse. Et si le diagnostic prénatal est négatif, on va suivre l'échographie, par échographie, cette grossesse jusqu'à la naissance et jusqu'à ce qu'on fasse le diagnostic postnatal. À partir de la deuxième moitié de la grossesse, donc on va faire le suivi échographique et à la naissance, ce sera tout le bilan d'ombrophytopathie et donc l'ETF, l'IRM cérébral plus ou moins si on a des lésions cérébrales, le fond 2 et la recherche de cette choriorétinite, les potentiels évoqués auditifs pour prévenir ou pour pratiquement dépister une surdité. En effet, c'est la recherche d'une leucopénie, d'une anémie, de thrombopénie, de transaminase, à la recherche d'atteinte hépatique et bien sûr la recherche du virus, l'antigénémie CMV, PCR CMV et la recherche du CMV dans les urines, tout en respectant les 8 premiers jours de vie pour être en faveur d'une infection congénitale. Et bien sûr, on ne va pas lâcher pratiquement ce bébé à partir de la date de la naissance parce qu'on va suivre par des potentiels évoqués auditifs à long terme pour dépister une éventuelle atteinte neurosensorielle qui est notre crainte, une hantise pour l'infection à CMV des nouveau-nés qui sont asymptomatiques à la naissance. Donc, on peut passer de façon, cette surdité, elle peut passer inaperçue et le bébé, malheureusement, il sera sourd par la suite avec un retard diagnostique, un retard de prise en charge. Le traitement curatif, il existe pour le CMV et c'est ce qu'on appelle le ganciclovir ou le Sémivan. Jusque-là, les indications ne sont pas encore claires chez le nouveau-né. Généralement, on traite le nouveau-né quand on a une atteinte neurologique, bien sûr quand le pronostic n'est pas sévère et on peut récupérer un peu. S'il présente une atteinte ophtalmique comme la choriorétinite, s'il présente une hépatite ou les pneumopathies et même dans les thrombopénies sévères, il peut être discuté le ganciclovir. Et donc, c'est un traitement qu'on va donner par voie intraveineuse pendant 6 semaines à la dose de 6 mg par kilo toutes les 2 heures. Bien sûr, on va suivre le bébé sous traitement parce qu'on peut avoir une toxicité hématologique, rénale et digestive. Et dès qu'on a des signes, pratiquement d'effets secondaires, on va arrêter le traitement et plus ou moins le poursuivre si la correction biologique se fait par la suite au cours du suivi de ce nouveau-né. Est-ce que vous avez des questions concernant le CMV? Bon, on passe à notre RP. Non, c'est bon? Madame, يا أخي systématique الrecherche تاع CMV معناها عند الفemme enceinte? أي Voilà, et si elle est dans une profession à risque, comme la santé par exemple, ou si elle travaille dans une crèche, et vraiment elle est bien éduquée et tout, oui, on peut avoir. Parce que comme vous voyez, c'est une infection ubiquitaire, elle existe partout, et tout contact interhumain, elle peut être infectée. Et tout en sachant les conséquences de la CMV, même je choisis. Un bébé qui est sourd, c'est pas hajabé. Donc si on peut prévenir, pourquoi pas? Donc, ce n'est pas moi qui dis une femme enceinte, mais on a une idée sur la sérologie, si elle est immunisée ou pas. D'accord. D'accord. On va voir un autre virus. نعم سامحني. Oui. Le risque, quel est le risque posé par la réactivation? Oui, alors qu'est-ce que c'est la réactivation? La réactivation du virus. مش اسمها في بكده. الو
أي L'activation de la أول CMV. oui شوف، هو CMV, on va voir aussi avec l'herpès. C'est la famille des herpès. نعرفش كان قريتو un peu à l'herpès. L'herpès, si on peut avoir une primo-infection, la primo-infection peut être sévère, comme elle peut être un peu banale, mais le risque de la famille des herpès, c'est la réactivation. D'accord? Mais généralement, la réactivation, à tout moment, tu as un état de stress, un état d'infection, un état de fatigue, tout état, là où le corps est un peu déprimé sur le plan immunité, et là, on peut déclencher une réactivation. La réactivation, généralement, elle est moins sévère que pour une éventuelle primo-infection. OK? On va voir un autre virus de la famille des herpès parce que là, on doit l'évoquer. Ce n'est pas de l'embryo-photopathie vraiment, mais pourquoi on parle d'herpès? Parce que son passage, généralement, il peut être fait en pernatal et donc on peut avoir des conséquences dès les premiers jours de vie. Et c'est pour ça qu'on va parler d'herpès. Généralement, on a deux virus, l'herpès simplex virus type 1 et l'herpès simplex virus type 2, qui est le type 2 qui prédomine, on veut le tractus génital et généralement, l'atteinte fétale elle est plus fréquente lors de la prémonfection à herpès type 2 et généralement la contamination elle est habituellement parnatale, surtout si la maman elle présente des lésions d'herpès qui sont actives au cours de la naissance. Et donc la maman elle présente une infection herpétique active et le bébé à la naissance surtout par voie basse et donc il va passer au niveau des voies génitales, il peut être contaminé et on va avoir des signes pas directement à la naissance mais à partir d'un délai de 6 à 14 jours, les nouveau-nés vont être symptomatiques par la suite et le tableau peut être sévère. Et l'herpès, je ne sais pas si vous l'avez vu en pédiatrie, si vous l'évoquez en cas d'encéphalite pratiquement herpétique, c'est un tableau pratiquement, on peut avoir un tableau septicémie avec une atteinte diffuse du système nerveux central, fièvre, convulsions, détresse neurologique, détresse cardiaque, détresse respiratoire. Et là, le décès peut survenir dans 80 à 90% des cas. On peut avoir juste l'atteinte neurologique avec une méningo-encéphalite. Donc, le nouveau-né, il sort asymptomatique et au bout d'une semaine de vie, il revient avec un tableau de troubles de comportement, de convulsions, d'une méningo-encéphalite. Et là, le pronostic, il est très sévère. Et si on n'évoque pas le diagnostic, on ne met pas sur le traitement, il y a un risque de mortalité qui est très important et risque de séquelles aussi de 50% des cas. On peut avoir des infections localisées à herpès, comme la kératoconjonctivite, une ulcération au niveau de la muqueuse buccale, au niveau du tractus digestif, ou une petite lésion cutanée. Généralement, dans la forme localisée, l'évolution est favorable. Et actuellement, grâce au traitement et aux préventions, on a moins de formes symptomatiques au profit des formes localisées. Cette photo, elle montre un peu ce bouquet d'herpès au niveau de lésions pratiquement qu'elle peut avoir la maman. Dès qu'on a cette lésion, il faut faire attention, surtout si les femmes à risque. Et on va essayer de faire le diagnostic, comment on va essayer de l'isoler, ce virus, au niveau des lésions cutanées. S'il présente des lésions cutanées avec des vésicules et tout, on va essayer de faire un écouvillonnage et isoler le virus au niveau des lésions. On va faire de la PCR aussi dans le sang et surtout dans le LCR si le bébé, bien sûr, présente une atteinte neurologique. Et on va chercher aussi ce virus au niveau des sécrétions nasopharyngées, conjonctivales et cutanées en cas de lésion. On peut s'aider aussi pour le diagnostic de l'infection herpétique par le taux d'interféron qui sera élevé dans le sang ou dans le LCR. Bien sûr, si on évoque et qu'on fait des prélèvements, et il y a toujours cette symptomatologie qui va nous évoquer la méningo-encéphalite à herpès, donc le traitement curatif, il existe et on va mettre le bébé sous acyclovir par voie intraveineuse pendant minimum 14 à 21 jours. Bien sûr, c'est présente une atteinte neurologique et normalement, sous le traitement bien conduit et si le diagnostic il est précoce, on va diminuer la mortalité de 30% pratiquement et le risque de séquelles jusqu'à 17%. Il faut savoir qu'en cas d'herpès chez la maman, que le traitement préventif, il existe. Bien sûr, si au cours de la grossesse, elle présente une primo-infection maternelle, on va la mettre sous acyclovir par voie IV pendant 7 à 10 jours avec une surveillance échographique. Mais si elle présente au cours du travail ou de l'accouchement des lésions d'herpès active, avant la rupture de poche des membranes, il faut indiquer une césarienne pour minimiser le risque de transmission de cet herpès chez le nouveau-né par la suite. À la naissance, si on a ce contexte d'herpès chez la maman, on va préconiser un traitement antiviral oculaire pour le bébé. On va faire un bain par désinfectant iodé avant tout geste invasif. Et bien sûr, on va rechercher le virus par la suite au bout de 24 à 48 heures au niveau des conjonctifs et de la cavité bucco-pharyngée.
Bien sûr, si la maman elle présente l'herpès qui est active en fin de grossesse, il faut limiter les contacts sexuels et utiliser les préservatifs pour prévenir l'infection herpétique. Et généralement, il faut toujours, quand elle consulte une femme enceinte, généraliser l'examen soigneux, surtout des voies génitales, détecter et dépister cette infection herpétique chez une femme enceinte afin de la pratiquement traiter et surtout au moment de l'entrée du travail, la prévenir par pratiquement une césarienne si jamais les lésions sont actives parce que les conséquences chez les fœtus sont très graves par la suite à la naissance. C'est clair pour l'herpès? Donc, on va passer maintenant à une autre bactérie qui est une embryophytopathie infectieuse qui existe bien dans les pays en voie de développement, qui est le Treponème pallidum, donc c'est le germe de la syphilis. La syphilis, il faut savoir qu'on peut être contaminé quand on est nouveau-né par une voie hématogène ou par le liquide amniotique ou même par des sécrétions cervico-vaginales infectées. Généralement, cette infection, cette contamination, elle se fait de façon plus facile en fin de grossesse et le risque d'atteinte fétale est le plus élevé quand la syphilis maternelle elle est récente et non traitée. Donc, la syphilis, elle a plusieurs conséquences au cours de la grossesse. Et comment la suspecter surtout, parce que quand elle est née, le nouveau-né, comment on va la suspecter? Parce qu'elle peut être congénitale, elle peut être latente ou s'exprimer. Donc, si elle est latente, peut-être on a une femme à risque et là, on va faire les sérologies chez le bébé. Sinon, si le bébé il est cliniquement atteint, donc on peut chercher des lésions cutanées. On va chercher une dermatose bulleuse avec le pemphigus bulleuse palmoplantaire. Donc, c'est un nouveau-né qui est né avec un tableau de dermatose bulleuse palmoplantaire. On va toujours évoquer la syphilis, donc on va faire la sérologie, surtout si on a une maman à risque. C'est présente aussi une rhinite thoracique, vraiment, il a une rhinite. Hein. Sur le nouveau-né qui est né, normalement, on n'a pas de rhinite, mais il a une rhinite et en plus, le nez, il est érosé. Et plus ou moins, il peut présenter une éruption cutanée qui est plutôt très particulière parce qu'elle siège au niveau du siège pratiquement. Là, si le bébé est atteint, on va faire des radios osseuses, on va chercher des lésions osseuses à type de périostite ou d'ostéochondrite. On peut avoir d'autres atteintes comme l'hépatomégalie, l'ictère-cholestatique, on peut même avoir un tableau neurologique avec une méningoencéphalite, une atteinte oculaire avec une atrophie des nerfs optiques ou un glaucome. On peut avoir aussi des formes tardives de syphilis congénitale. Au cours d'une deuxième année de vie, on peut avoir des sérologies qui sont positives. Et là, ça va nous guider. Si le bébé il est infecté, on peut faire la sérologie. Et là, si la sérologie est positive, elle va nous orienter vers une éventuelle syphilis congénitale. Et donc, c'était dans sa forme latente. Là, les photos pour vous montrer un peu cette atteinte pratiquement cutanée, cette dermatose bulleuse, ce pemphigus bulleuse, ce pemphigus palmoplantaire et cette rhinite corrosive. Donc, on a une rhinite chez un nouveau-né, ce n'est pas normal et surtout, c'est érosif. Alors, pour faire le diagnostic, bien sûr, on va s'aider de la sérologie de la maman. Donc, on va faire la sérologie de la syphilis par un test non spécifique qui est le VDRL et un test spécifique qui est le TPHA. Bien sûr, on est en faveur d'une infection si le TPHA positif et le VDRL positif. Mais si jamais on a un VDRL juste positif avec un TPHA négatif, on est dans un cas de faux positif, comme par exemple les maladies système ou le lupus. Donc, il faut peut-être chercher d'autres pathologies. Chez le fœtus, si on a cette atteinte dans l'anténatal, donc on va faire la recherche de la syphilis par PCR sur le liquide amniotique. Et à la naissance, ce sera toujours la sérologie de la syphilis par la TPHA et le VDRL. Pourquoi évoquer la syphilis? On évoque la syphilis surtout si on a signe d'appel, une femme à risque pratiquement, parce qu'on peut prévenir la syphilis et on peut traiter la syphilis. Donc, pour prévenir la syphilis, c'est la sérologie chez la maman. Et si on a une syphilis diagnostiquée chez une femme enceinte, on va la traiter pratiquement. Donc, une syphilis au cours de la grossesse, la maman, elle va être mise sous benzatine, pénicilline, et c'est l'extenséline à la dose de 2,4 millions d'unités 3 fois en IM à une semaine d'intervalle ou le pinigé pratiquement pendant 10 jours. Et donc là, la syphilis, elle est traitée. Et si jamais cette syphilis passe inaperçue et le bébé est né, il est cliniquement atteint, donc il va être mis sous pénicilline par voie pratiquement IM, donc par voie parentérale pendant 10 jours, il est cliniquement sain, mais il est à haut risque. Et donc, si la syphilis, elle est bien traitée, primaire ou secondaire, qui était bien traitée, mais on va se faire le suivi sérologique et clinique, surtout la première année de vie. Si cette syphilis elle est insuffisamment traitée, le bébé peut avoir juste une seule dose
d'extenséline en IM à 50 000 unités par kilo, avec bien sûr un suivi clinique et biologique par la suite. Et si jamais la syphilis, pratiquement, elle est non traitée avant l'accouchement, le bébé il va recevoir, comme s'il était atteint, de la pénicilline G pendant 10 à 15 jours. Donc, il faut savoir que le traitement préventif, il existe et qu'on peut traiter parfois par voie curative un nouveau-né. Vous n'êtes pas censé connaître la dose ni la durée du traitement, mais il faut savoir que c'est quoi comme traitement? Il y a un traitement préventif et un traitement curatif. Est-ce que vous avez des questions concernant la syphilis? Non? Bon, c'est un cours un peu long, c'est pour ça. Bon, le NIC, c'est pour le lire avant et si vous posez vos questions. Donc là, je vous aide un peu pour retenir un peu les messages clés des embryophytopathies. Et surtout, là, on est en train de voir les principales embryophytopathies qu'on risque d'avoir lors de notre cursus pratiquement médical et peut-être même un médecin généraliste, il peut avoir des cas au dispensaire clinique, pratiquement la consultation. Bon, là, il devrait avoir un minimum, il devrait avoir pratiquement un bagage pour savoir comment dépister et pratiquement traiter préventive et curative ces embryophytopathies. On va passer maintenant à la varicelle. Varicelle البوزوغا. Normalement, parfois, parce que vous êtes passé par la pédiatrie, et c'est le VZV, c'est le virus varicelle zona. علاش نحكيو على الفاريسيل؟ نحكيو على الفاريسيل parce que la varicelle, si elle est contractée pendant la grossesse, elle peut avoir des séquelles en anténatal et une phytopathie avec vraiment une atteinte cutanée et on peut avoir même une hypoplasie des membres. Et si jamais l'éruption ou la varicelle, elle va apparaître chez la femme enceinte en fin de grossesse, généralement, on peut avoir des conséquences chez le fœtus ou chez le nouveau-né. Les lésions peuvent être vraiment importantes de varicelle, mais allez chercher la varicelle. Si vous avez une varicelle pendant la grossesse, donc on va suivre cette atteinte, cette embryophytopathie par un suivi échographique à la recherche d'atteintes comme le retard de croissance, l'hypoplasie du membre et tout. À la naissance, on va l'explorer bien sûr, mais si jamais la maman, elle développe la varicelle 3 jours avant l'accouchement ou 2 jours après l'accouchement, après la naissance, elle développe une éruption qui évoque la varicelle. Le bébé, il est à haut risque d'une infection de varicelle congénitale avec un risque important d'atteinte pratiquement systémique et d'une atteinte neurologique. Et donc, normalement, on doit prendre en charge ces bébés à risque d'infection varicelle. Donc, je suis en train de vous dire que pour la varicelle, comment on va la prévenir. Donc, si jamais la femme enceinte, elle développe une éruption 5 jours avant l'accouchement ou 2 jours après l'accouchement, donc le nouveau-né, il est à risque. Et comment on va le prendre en charge? Donc, on va essayer d'isoler la maman et le nouveau-né infecté à la naissance. Et le bébé, dès la naissance, il sera hospitalisé. Si jamais on peut avoir des gamma-globulines spécifiques. En Tunisie, malheureusement, ça n'existe pas, les gamma-globulines antivaricelles. Il devrait l'avoir dans les 48 heures suivant la naissance, pratiquement le comptage. On va le mettre sous un cyclovir par voie intraveineuse avant toute éruption. Donc, Fitouns, si le bébé est né avec un contexte à risque, 5 jours avant l'accouchement et 2 jours après l'accouchement, la maman a développé une éruption, il va être hospitalisé, isolé. On va le mettre sous traitement par voie intraveineuse à cyclovir minimum pendant 8 à 10 jours. Et c'est le traitement curatif. Bien sûr, le traitement préventif, c'est bien sûr ce que il faut les personnels de soins, comme les femmes enceintes qui travaillent à côté des bébés et tout, des services de pédiatrie, de natologie, de maternité, elles devraient avoir une idée sur leur statut immunitaire concernant la varicelle. Et les personnes immunisées, elles devraient être averties parce que si jamais il y a un comptage, elles devraient l'éviter. Sinon, la vaccination, elle n'existe pas en Tunisie de la varicelle, mais elle existe dans les pays développés. Est-ce que vous avez compris le comptage de la varicelle et son intérêt chez le nouveau-né à la naissance? C'est bon, vous n'avez pas de questions concernant la varicelle parce que c'est très important là, de connaître les périodes à risque et comment agir. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Après, on va voir, on va passer vite pour le parvovirus B19, qui est un virus aussi ubiquitaire et de transmission interhumaine. En cours de la grossesse, il peut donner un tableau
de Nazar que fait le placentaire. Mais pratiquement, si on a des signes d'appel en anténatal, on va faire la PCR dans le liquide amniotique à la recherche de ce parvo B19. Sinon, à la naissance, on va faire la sérologie du parvo B19. Alors, à la naissance, il peut donner chez le nouveau-né, il peut naître dans un tableau de Nazar fétoplacentaire s'il est vivant. Sinon, il peut avoir une anémie arrégénérative parce que le parvo B19 il va attaquer la lignée érythrocytaire de la moelle osseuse. On peut avoir une anémie arrégénérative. Et là, on va faire la sérologie du parvo B19 et bien sûr, à la naissance, et si jamais il est symptomatique, on va le transfuser par du culot globulaire pour traiter cette éventuelle anémie. Et bien sûr, on va compléter par une échographie cardiaque parce que le parvo B19 peut donner une atteinte cardiaque. Là, je vais un peu m'attarder un tout petit peu sur l'hépatite B parce que quand même, on est un pays d'épidémie ou d'endémie d'hépatite B. Les femmes enceintes, généralement, elles n'ont pas la plupart des femmes enceintes n'ont pas de sérologie contre la grossesse de l'hépatite B. Elles ne sont pas connues porteuses ou non porteuses d'hépatite B et c'est très important parce que l'hépatite B, elle peut être transmise surtout par voie périnatale au fœtus et on peut avoir chez le fœtus différents tableaux avec une infection inapparente. On peut avoir même un tableau d'hépatite commune et exceptionnellement, cette hépatite chronique, elle peut évoluer vers une cirrhose. Bien sûr, les traitements curatifs sont toujours en cours d'étude et tout, mais les mesures préventives, il existe. C'est pour ça qu'il faut connaître l'hépatite B et comment faire si la maman, elle présente un portage de l'hépatite B. Bien sûr, si on a une sérologie de la maman, elle est porteuse de l'antigène d'HBS positif, il faut savoir le reste de la sérologie. Si elle est active ou n'est pas active, si elle est bien suivie et surtout, il faut connaître la charge virale. Si elle a une charge virale très importante à l'accouchement, le bébé est très à risque de transmission d'hépatite B. Par contre, si la charge virale elle est moindre ou pratiquement négative, le bébé n'est pas à risque, mais de toute façon, on va le prendre en charge, on va prévenir l'hépatite B chez le nouveau-né. Donc, concernant la prévention de l'hépatite B, toute femme enceinte devrait avoir une sérologie de l'hépatite B au moins au 6e mois de la grossesse et c'est généralement obligatoire. Malheureusement, في تونس مش الناس الكل تعمل فيها. Et donc, ماذا بينا نعرفوا une idée sur les sérologies d'hépatite B parce qu'on va prendre en charge à la naissance et de façon précoce les 2 premiers jours de vie ce nouveau-né. Et donc, si j'ai un nouveau-né issu d'une mère ayant un antigène HBS positif, dès les premières heures de vie et sans dépasser les 48 heures, il devrait avoir les immunoglobulines spécifiques de l'hépatite B. Au IM, à la dose de 0,5 ml par kilo, ça sera pratiquement 200 unités par millilitre. Au IM, et dans le membre contralatéral, on va donner le vaccin de l'hépatite B, généralement la dose pédiatrique, ce sera 1 ml en IM. Si jamais la dose d'adulte, c'est une demi-dose d'adulte, d'accord? Mais l'immunoglobine dans un site et le vaccin de l'hépatite B dans un autre site, c'est pour prévenir l'infection de l'hépatite B chez le nouveau-né. Bien sûr, là, il va avoir son vaccin. On va préconiser notre vaccin à l'âge de 1 mois, puis à l'âge de 2 et à l'âge de 6 mois, il va suivre après le calendrier vaccinal. Si la mère, elle présente une antihépatite B active avec une charge virale très importante, le risque de transmission est très important et au cours de la consultation au premier mois, le bébé, il va avoir un deuxième vaccin à l'âge de 1 mois, mais devrait avoir aussi une deuxième dose d'immunoglobuline. C'est pour ça qu'il faut connaître le statut de l'hépatite B chez la maman, si elle est active ou non active. Et bien sûr, c'est un nouveau-né qu'on va suivre par la suite avec des sérologies d'hépatite B à 6 mois et 1 an. Est-ce que c'est clair pour l'hépatite B? Parce que j'insiste bien sur l'hépatite B, il faut bien connaître, parce que vous pouvez être un médecin généraliste dans une maternité périphérique, et là, il faut bien connaître la prise en charge d'un nouveau-né de mère antigène HBS positif. Concernant l'hépatite C, oui, le risque de transmission, il existe. Généralement, le bébé peut il peut être sain à la naissance, mais il peut développer par la suite une infection chronique, il peut avoir des lésions d'hépatite persistante. Généralement, on n'a pas de mesures préventives concernant l'hépatite C. La maman devrait avoir sa sérologie d'hépatite C et normalement, le bébé sera suivi par la suite à la naissance à 3 mois et à 6 mois et 1 an par une sérologie de l'hépatite C avec un bilan hépatique. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement et c'est des protocoles thérapeutiques qui sont toujours en cours d'évaluation chez l'enfant. Là, on va presque arriver à la fin et on va voir les virus de l'immunodéficience humaine, l'HIV ou le VIH ou le SIDA.
Et donc, hélas, devient de plus en plus fréquent dans notre pays. Et le risque de contamination, il est très important chez les fœtus parce que la contamination, elle est transplacentaire chez une mère porteuse de VIH au cours de la grossesse. Le risque spontané est pratiquement de 20% de transmission, mais quand la maman elle est bien suivie, quand sa charge virale est pratiquement diminuée ou négative et qu'elle est sous pratiquement traitement préventif au cours de l'accouchement, ce risque de transmission il est réduit vraiment à 7%. Cliniquement, le bébé peut développer un tableau infectieux viral très important, parfois un peu même tableau de septicémie, et parfois elle est sain. Alors, le nouveau-né de mère de HIV positif, comment on va le prendre en charge à la naissance. Bien sûr, toute mère HIV positif, elle doit être mise au cours, bien sûr, elle est traitée par son traitement du VIH, mais au cours de l'accouchement et jusqu'à la section du cordon, elle sera mise sous azidotimidine, qui est la ZT, par voie IV, pendant l'accouchement jusqu'à la section du cordon. Ça, c'est pour prévenir la contamination périnatale et à l'accouchement, bien sûr. Si l'accouchement, la mère présente une charge virale négative et qu'en faveur de l'accouchement par voie basse, on va faire le badigeonnage vaginal au DACA. On va essayer d'éviter toutes les lésions cutanées chez le fœtus. Donc, il ne faut pas, même pas une goutte de sang, il ne faut pas l'aspirer. On ne va rien faire chez le fœtus. On va limiter les effusions, bien sûr, pour limiter le contact du sang avec le nouveau-né. Et après, on va sectionner le cordon après un nettoyage minutieux au DACA et tout de suite, on va le mettre, ce nouveau-né, dans un bain avec un antiseptique qui est le DACA. Et bien sûr, après le bain, on va mettre un collyre antiviral dès la naissance. Et bien sûr, on va prendre ce nouveau-né parce que le risque de transmission de VIH, il est là. On va faire les sérologies de HIV dans le sang, la recherche par PCR, l'antigénémie. On va faire un bilan hépatique, dosage de la nymphèse, dosage de l'immunoglobuline, dosage des lymphocytes, CD3, CD4, CD8, dosage, un bilan hépatique, bien sûr, parce que le bébé, on va le traiter d'emblée, dès la naissance, si bien sûr il n'y a pas de contre-indication initiale, par l'AZT à la dose de 2 mg par kilo, et ce sera un dosage et ce sera un traitement qui va être donné par voie orale pendant 6 semaines minimum, et à partir de l'âge de 1 mois, afin de prévenir la pneumocystose, jusqu'à l'infirmation bien sûr de l'infection HIV, on va le mettre sous Bactrim à la dose de 30 mg par kilo par jour. Bien sûr, l'HIV, c'est une contre-indication à l'allaitement maternel, et vous avez bien vu l'allaitement maternel au cours de votre stage, et c'est l'interdiction temporaire jusqu'à l'infirmation de cette infection chez ce bébé, de l'infection HIV, c'est l'interdiction du vaccin vivant comme le BCG. Et bien sûr, c'est un bébé qu'on va suivre à la consultation externe, cliniquement et sérologiquement, jusqu'à l'âge de 18 mois. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair concernant l'hépatite? C'est clair concernant l'HIV? On peut conclure ou vous n'avez pas de questions? Et donc là, pour conclure, donc, on a vu un peu, on a frôlé un peu pratiquement les principales embryophytopathies, pratiquement parasitaires, virales et bactériennes. On a vu l'intérêt de connaître un peu ces embryophytopathies, l'intérêt de dépister, l'intérêt de faire un diagnostic précoce parfois, et l'intérêt de dépister précocement pour interrompre une grossesse avec un pronostic très sévère et grave de cette embryophytopathie. Et donc, les embryophytopathies, oui, ça existe. Il faut savoir les prévenir, les dépister à temps et faire un diagnostic précoce. Les différents agents pratiquement l'agent causal est différent, comme on l'a vu, viral, parasitaire, bactérien. Il faut savoir l'évoquer pour faire une sérologie ou un test particulier pour dépister cette infection à ce germe-là, parce que la conduite à tenir, elle va changer en fonction du germe. Là, on peut faire un traitement préventif. Dans certaines formes, on peut même traiter et pratiquement sauver un pronostic peut-être neurologique, sensoriel et même pratiquement vital par la suite. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est bon. C'est bon, c'est clair? D'accord. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous dis au revoir. Merci. Au revoir. Slama.